Comment tu vas? Merci à toi de ta fidélité ce soir. Je vais faire le petit tweet en même temps, je laisse les gens s'installer tranquillement. Je préviens tout le monde qu'on est en live et je suis à vous. Hop, hop. Oh oui, moi ça va tranquille, hein. Écoute, je suis en vacances, je vais pas me plaindre, je vais passer mon temps à regarder des matchs, donc que du kiff, on va voir la famille, on va se reposer et puis on va bourriner les prospects. Alors par contre, je vais tweeter avec le compte envergure. C'est mieux, c'est plus pratique, je touche un peu plus de monde. Hop. Donc si vous arrivez, vous inquiétez pas, le stream va bien. D'ailleurs, Loxy, tu me dis si au niveau du son on est bon, hein. Euh, voilà, si vous arrivez, vous inquiétez pas, je suis là. C'est juste que je suis en train de faire tous les petits tweets, etc. Je suis à la technique en même temps. Hop, hop, hop. Ici, ici. Hop, là. Donc ouais, comme je disais, vous inquiétez pas, je suis bien là. C'est juste que je fais les tweets. Hop. Ok, c'est fait. Bon, on va se pouvoir s'installer ensemble. Donc, si vous avez vu le tweet, ou peut-être que vous avez dû le comprendre, on va parler ce soir de Villanova, des Wildcats de Villanova qui ont été plusieurs fois champions, l'équipe de Jay White. On va faire un petit tour d'horizon de cette équipe. On va regarder, j'ai pris 4 prospects qui sont les 4 des 5 titulaires de l'année. On va regarder leurs stats, on va regarder leur profil via envergure, via des stats avancées, etc. Et puis on va faire du breakdown pour voir force et faiblesse, on essaie de les projeter. On n'est pas sur les énormes noms que vous avez pu voir plusieurs fois de la prochaine draft. Villanova, c'est une fac sérieuse qui met toujours des seniors. Donc ne soyez pas surpris. Alors j'en vois trois: Samuels, Gillespie, Powell. Powell, non, pas Powell. Powell d'ailleurs ça me dit rien, donc ça, je suis pas sûr que tu penses au même joueur que moi. Alors pour être honnête, Villanova c'est une équipe que je regarde beaucoup, mais quand je regarde une équipe, je vais regarder surtout des joueurs avec Moore, oui, effectivement, Moore, Justin Moore. Et on va parler d'un dernier qui est moins coté, Brandon Slater, qui est le favori d'Alexandre, le papa du podcast Envergure. Quand je regarde une équipe, je rappelle à tout le monde un petit peu comme ça, je regarde des joueurs spécifiques. Je vais regarder un mec, donc je peux très bien passer 2 heures à regarder un joueur et pas connaître le nom des joueurs autour, ni à connaître le score, ni à connaître voilà, les stats, etc. Je regarde vraiment un mec seul. Hop, je fais les petites notifs de tous les copains. Et puis je suis à vous. Dites-moi dans le chat en même temps, je sais pas combien on est là actuellement. J'ai pas les chiffres sous les yeux. On est 4, bah, très bien, c'est intimiste, mais c'est sympa. Dites-moi ce que vous connaissez un petit peu des gars de Villanova, ça m'intéresse comme ça. Quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, qu'est-ce que vous avez kiffé en la regardant, est-ce que c'est une équipe que vous connaissez pas du tout, est-ce que c'est une équipe dont vous avez entendu parler par les championnats, les joueurs un petit peu emblématiques qui en sortent. Voilà, je suis un peu curieux de savoir la popularité de cette fac, dont on parle pas très souvent, mais qui envoie tous les ans des mecs référencés en NBA. Moore et Samuel shootent très bien. Ouais, effectivement, c'est leur clé d'entrée principale. On va voir ça ensemble. Samuel, il shoot depuis cette année seulement. Justin Moore un peu plus. Est-ce que si tu regardes un peu les années précédentes, est-ce qu'il y a des mecs qui te reviennent comme ça en tête?
qui sortent de cette équipe, de cette grosse écurie qu'est Villanova. J'essaie vraiment de faire le plus vite possible entre mes notifs, etc. Je suis désolé, hein, je suis pas expert, je suis vraiment. Hop là, Sadiq Bey. Ouais, Sadiq Bey, Jeremiah Robinson, Earl Brunson. On peut aussi citer le plus haut drafté, je crois que de la fac peut-être. Faut que je vérifie, mais on a notre ami Michael Bridges qui part en, je crois, en 11e place à l'époque. On a Ryan Arcidiacono qui pige en NBA, qui est passé par les Bulls et par Boston. Arcidiacono, Di Vincenzo, bien sûr, Dante qui a fait la même année par Milwaukee, je crois qu'il part en 17ème, un truc de ce style-là. Sophomore, il sort du banc. Donc voilà, c'est une équipe qui envoie surtout dans les dernières années des joueurs très 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 intéressants. Et on va regarder ça ensemble. Alors normalement, bon c'est pas l'objectif hein, de voir ma tête, on s'en fout un peu, mais normalement là, vous me dites à la technique si vous me voyez, toujours avec cette calvoche là qui avec le temps tout s'en va littéralement. Vous me dites juste si ça marche bien les transitions et après comme ça on passe sur les internets. J'attends un petit peu vos retours. On te voit. Bon bah super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hop, je vois qu'on est 6 ensemble, donc merci de nous rejoindre. Comme je l'ai dit, on va parler de Villanova et on est parti. Alors du coup l'objectif voilà c'est de refaire un tour d'horizon de ces joueurs-là. Justin Moore, Jermaine Samuels, salut Mac, euh, Colin Gillespie et Brandon Slater qui sont, pardon c'est mieux comme ça, les 4 plus gros prospects actuellement de la fac. Salut Kenny. Bienvenue parmi nous, c'est la première fois donc ça fait hyper plaisir. Donc voilà, on va parler de ces 4 jours-là et on va faire du breakdown. On va commencer peut-être par le joueur le plus évident, celui qui plaît le plus à l'équipe envergure dans le consensus. C'est notre ami Justin Moore. Donc hop, on passe là-dessus. Et là normalement, vous devez voir la page de Justin Moore qui s'affiche sur le site envergure. Le scouting report sortira soit dimanche prochain, c'est moi qui m'en occupe puisque c'est de la Big East. Justin Moore, vous voyez, 22 ans, on est sur une quatrième année, enfin une 3 ans ici, junior, mais on va arriver sur une quatrième année, l'année prochaine s'il reste encore un an de plus. Donc normalement il devrait aller à la draft là je pense, 1m85, 91 kg, il y a écrit shooting guard. La première chose qu'on peut dire sur Justin Moore, c'est qu'en NBA, il devrait jouer ailier, voire ailier fort. C'est un 2, dommage j'aurais aimé au Cavs. Alors non, bah tu vois justement, il va jouer ailier, ailier fort. Il est arrivé en tant que shooting guard parce qu'il portait le ballon, qu'il a toujours joué extérieur, il a même joué meneur, mais en fait il est très lourd, il est très puissant. Moi je pensais vraiment qu'il était plus grand que ça. Quand je l'ai vu la première fois, qu'il était plus large que ça, c'est vraiment un gros buffle qui me rappelle un peu Sadiq Bey, son compère de Villanova qui est sorti il y a 2 ans maintenant. On peut regarder un petit peu les stats. Donc il arrive en première année, il joue quand même 30 minutes par match, mais il sortait au début du banc. Initialement, on avait un 40% à 3 points avec un beau volume, 5 tentatives par match. L'an dernier, baisse d'adresse, on voit 31% mais avec un gros volume aussi. Alors faut comprendre que l'équipe elle manquait de rythme. Elle manquait de rythme aussi. On a une blessure majeure de Monsieur Gillespie en fin de saison qui était très dommageable. Il y a eu la station avec Jeremiah Robinson Earl aussi qui a pris un peu de temps. Donc 13 points. Et cette année, c'est le plus gros shooter de l'équipe, c'est le plus gros volume de tir, c'est lui le patron de l'attaque, alors que c'est pas le plus âgé, 15,6 points, mais ça encore on s'en fout un peu, 6 tentatives à 3 points par match, comme on peut le voir là, j'espère que c'est assez gros pour vous, 38% de loin sur un bon volume, un très douteux 70% lancé franc avec un tout petit volume, on va en reparler, et 44% en général. Ce que j'aime beaucoup chez ce joueur, c'est qu'il est complet. On voit 5,5 passes, on voit 5,5 rebonds, excusez-moi, 3 passes, 1,2 style. Là, c'est un joueur très polyvalent. Zoom un peu sur les stats, bien sûr. Bien sûr, merci, hein, vraiment. N'hésitez pas à me faire des retours, moi je suis là pour ça, j'ai le chat sous les yeux et là je suis sur l'onglet internet. Euh, voilà, donc nous ce qui va nous intéresser cette année pour la clé en NBA, c'est ce 38% de loin et surtout, enfin et surtout non, ce 38% de loin et ce 5,5 rebonds. Donc, pour un peu dans les stats avancées avant que je vous envoie qui me plaît plus moi la vidéo,
On est ici sur un site qui s'appelle Hoopmat. Je vous zoome ça. Peut-être un peu trop zoomé, vous n'êtes pas des papis. On est sur hoopmat.com. N'hésitez pas à utiliser ce site-là, ça vous permet d'avoir les stats avancées des joueurs, notamment sur le pourcentage de réussite près du cercle que vous avez là, le nombre de tirs tentés dans ce secteur, et à chaque fois est-ce qu'il est sous pas d'une passe décisive. C'est un excellent site que j'utilise tout le temps, très très complet et qui se met vite à jour. Justin Moore, comme on l'a vu là, vous avez tout le profil de l'équipe. Les 4 dont on parle aujourd'hui, ils sont là, c'est les 4 premiers: Moore, Gillespie, Samuels et Slater. C'est le plus gros volume. On a, comme on le disait, 38% de tirs à 3 points, 71% seulement qui sont en catch and shoot issus d'une passe décisive. Euh, donc ça veut dire qu'on a un joueur qui prend quand même pas mal de pull-up, chose qu'on lui demandera pas en NBA. C'est quasiment la moitié de ses tirs. On est vraiment sur l'archétype de ce qu'on aime bien en NBA. Je prends des tirs près du cercle. 51% de réussite, c'est assez faible. Par contre, je prends beaucoup de tirs à 3 points et là-dessus, je suis efficace. D'accord. On voit aussi ici que c'est un joueur qui, lorsqu'il va au panier attaquer le cercle, génère dans 19% des temps des lancers francs. C'est assez faible. Pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez ses copains qui sont pas les plus athlétiques, 23-30%. Donc voilà, 18%, c'est vraiment vraiment très léger. On peut compléter, et après j'arrête avec les chiffres parce que je sais que c'est pas le truc le plus drôle, mais ça donne un bon point de départ dans les profils. Ce site-là, c'est Hoop Explorer, c'est Alexandre qui me l'a filé, et je le trouve très intéressant aussi, qui donne avec des codes couleurs, des façons de comparer de façon assez intuitive. Notre ami Justin Moore, il est là. On va regarder rapidement. Tir à 3 points, 38% de réussite, donc c'est bien sur la moyenne NCA, ça m'intéresse. C'est 45% de ses tirs, on l'a vu, c'est dans la moyenne. Niveau de la NCA, c'est de la moyenne haute. Par contre, près du panier, 51% seulement de près du panier, ça c'est assez faible. Donc on a un joueur qui tire très bien de loin, qui est un peu plus en galère près du panier et qui existe pas mal à mi-distance. Et maintenant on va regarder pourquoi avec du film. Je vous ai préparé le film comme ça. Alors, hop, hop, ici. Je vous ai préparé le film en vous faisant une petite playlist de clips. On va regarder les clips, on va regarder au fur et à mesure les points forts, points faibles, etc. On va faire du ralenti. Je vous l'ai mis dans l'ordre. Clé d'entrée, tir à 3 points. Deuxième clé d'entrée, la défense, notamment la défense collective, tout ce qui va être la rotation, le rebond, etc. Et enfin, les, entre guillemets, plus, ce qui peut faire de un peu mieux, et puis les défauts. Donc on est parti pour Monsieur Charmaine, n'importe quoi, Justin Moore. Si vous avez des questions, toujours pareil, n'hésitez pas, surtout si vous rejoignez en plein milieu, moi je suis là pour ça. Hop, on est parti, je regarde si mon son est bien mute. Alors on se la relance ici, je place en plein écran, le son est mute, c'est parfait. Donc Justin Moore, alors la qualité elle est pas forcément incroyable. On est sur du capture 480p, 720p YouTube. C'est le joueur qui porte le jersey numéro 5. D'accord, pour avoir le point de repère, j'essaierai toujours de vous le pointer. C'est le jersey numéro 5. Ici, on va surveiller d'abord le tir à 3 points, comme je vous le disais. Donc, les mains, elles sont prêtes, je me positionne, je déclenche assez rapidement. Là, je fais ficelle. Donc, on a vu 38% de réussite. On va regarder un petit peu au ralenti. Le placement est intéressant, la vitesse est intéressante aussi, ça part assez vite. Ouais, hop. Regardez les mains, elles sont prêtes, je suis bien placé, je remonte, mon tir est assez haut, c'est assez propre, l'arc est assez bon aussi. Je fais ficelle. Voilà sur quoi on peut attendre Justin Moore au niveau supérieur. Deuxième exemple de catch and shoot, là on va être dans le corner, il est là, les mains sont prêtes et tout de suite, je déclenche rapidement à 3 points. On va se la remettre une petite fois. En ralenti, regardez, les mains sont prêtes, hop, je monte. Donc là, il joue contre une défense de zone. D'accord, donc il en a eu beaucoup, 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 beaucoup. Euh, Prêt pour le tir à 3 points, même un peu éloigné du circuit, il a une distance éloignée au niveau de la ligne NCAA. Pour ceux qui ne savent pas, la ligne NCAA est plus proche que la ligne NBA. Nous, on aimerait bien que ça soit équilibré in fine, mais il y a aussi des joueurs qu'on va avoir qui vont jouer en Europe, donc pourquoi pas, mais voilà, c'est toujours intéressant. Quand on regarde un shooter, c'est le volume, il faut un gros volume, la distance, on aime bien des joueurs qui prennent distance NBA, donc
au moins un pas derrière la ligne à 3 points de NCAA et la vitesse d'exécution pour pouvoir exister. Il y a des joueurs qui tirent à 3 points, l'an dernier Lucas Garza, mais ils sont très très lents donc c'est pas une menace. La situation où après un dribble je peux punir, on n'attendra pas forcément NBA mais toujours intéressant, on est très loin, c'est prêt avec confiance. Donc Justin Moore, on l'a vu 70% de catch and shoot, 30% de pull-up, voilà, souvent un petit dribble et je vais prendre un petit pull-up à 3 points, je vais punir. Ça en NBA peut-être qu'il l'aura, il n'en aura pas beaucoup, mais c'est toujours une arme supplémentaire. Ici on va être maintenant sur la séquence défensive de Justin Moore. Ce que j'aime bien c'est que c'est un joueur qui est tout le temps très actif, toujours très bien placé. On est sur du produit Villanova, hein. On va se la refaire. On est sur du produit Villanova, donc c'est une équipe qui switch tout. Une équipe qui est très collective, on est beaucoup dans l'aide. Lui, il regarde l'action, il se décroche pas de son défenseur, c'est un joueur qui est rarement perdu sur le terrain et il vient toujours faire une bonne rota pour couper avec des mains actives, on se la refait au ralenti. Là, il suit l'action, il regarde si son joueur il se démarque pas parce qu'on a un shooter dans le numéro 11, c'est la star de l'équipe qui part au drive. Et je viens tout de suite faire la rotation des mains actives. Je sauve le ballon, j'aime bien les réflexes ici aussi. Voilà, ça en NBA on va beaucoup l'attendre. C'est un joueur, on disait 1m95, hein, on peut se retrouver le profil physique, 1m95-91 kg, qui va en NBA défendre des postes 3, des postes 4 et aussi quelques arrières pour les arrières les moins explosifs. Mais c'est surtout un défenseur d'ailier. Donc toutes les équipes qui cherchent un ailier 3D, là on a un très très bon profil. On est reparti, je passe en vitesse normale, on est encore sur de la séquence défensive. Hop, tout de suite je viens dans la rotation. Alors ça l'a coupé forcément. Regardez, je viens directement, c'est comme ça, je viens placer une aide sous le panier et ensuite je suis utile en transition. Et il a des très bons réflexes, des très bons instincts défensifs, c'est ça qu'on aime beaucoup. Tout de suite, je vois qu'il y a un trou, je viens combler, je reste vertical, mes mains sont actives. Là, le copain Samuel, dont on va parler après, il y a une transition, panier facile. Là, on va regarder le backshot. Regardez la prise de position. Là, je crois qu'il backshot sur un poste 4, poste 5 à plus de 2,05 m. Saint-Joseph, faut vérifier. Beaucoup dans le bas du corps. C'est un joueur qui est très puissant en bas du corps. On utilise les bras, la position. On sait que la ballon va sûrement aller dans cette direction. Et on tient son mec jusqu'au bout. On regarde la suite de l'action. Je reste bien dans son dos. Là, ça rentre. Mais s'il y avait eu rebond, je l'aurais eu. On peut se la refaire du coup en vitesse normale. Tout simplement, c'est le genre de choses très très bêtes, mais qui ont de la valeur pour une équipe NBA. Quand vous allez acheter un profil de 3D, vous allez acheter un package complet. Si un mec qui peut prendre des rebonds, on voit 5,5 rebonds, c'est hyper intéressant pour sa taille. C'est un joueur que je vois très rarement battu sur le rebond défensif alors que l'équipe joue petit. Avec un pivot qui est là, vous voyez, qui est vraiment pas très grand. Je pense qu'on a 2,03, 2,05 et globalement on a 5 mecs qui font 1,95 de mètres quoi. Et lui, à l'image de son équipe, est un très très bon rebondeur. Encore une fois, les mains sont actives ici. Autre séquence, regardez comment on est en protection. Donc je la remets, pardon. Vous me dites hein, s'il faut que j'arrête, si je dois aller plus vite ou quoi, mais on va être tout le long en protection de son rebond défensif. On va regarder le joueur et on va sécuriser, on laisse pas prendre de position. Ça fait vraiment très football américain. Ici, regardez, hop, je vois qu'il y a un tir, je couvre, je bloque avec mes bras, je prends la prise de position, j'ai une transition après pour mon équipe. On se remet ici en vitesse réelle. Donc maintenant on va passer plus peut-être sur les choses bonus que peut nous faire Justin Moore. Là on le voit balle en main. Après un dribble, je m'approche du cercle et je finis main droite. Alors il a un dribble très caractéristique. Je vais vous le mettre en vraiment lent. La plupart des joueurs qu'on va considérer comme des porteurs de balles en NBA ont un dribble plutôt classique, ils changent de main, ils accélèrent, ils peuvent ouais, accélérer, ils peuvent ralentir, ils peuvent changer la longueur de leur dribble, ils peuvent, comme je l'ai dit, changer de main, etc. pour se créer des décalages. Justin Moore, pas du tout. Il joue meneur de jeu depuis longtemps, mais lui, il est vraiment sur sa supériorité physique. Euh, on a l'épaule
du coup qui avec du bras qui ne porte pas le ballon en avant, on a le bras qui ne porte pas le ballon, le off arm pour repousser et on y va vraiment en puissance. Vous allez voir, il n'y a rien d'esthétique, c'est de la pure prise de puissance, de la pure domination physique sur son adversaire direct. Regardez-moi ça en 0,5. Donc là, petit gris, petit pitch and roll. Voilà, mon bras couvre et j'avance et tu peux rien faire parce que je suis trop grand, enfin je suis trop puissant, je suis trop lourd et je vais aller jusqu'au cerf me trouver la faute. On a un joueur, on l'a vu, avec peu d'efficacité près du panier, 51% parce que c'est pas le plus gros athlète dans le premier pas, c'est pas le meilleur handle, c'est pas non plus l'athlète le plus vertical, mais c'est un joueur qui domine physiquement, qui est puissant et qui se crée un accès au panier. En NBA, il n'y aura pas forcément beaucoup de situations, il sera porteur de balle, mais j'aime bien sur un renversement avoir ce joueur qui est fort, qui peut aller sur un cut et rendre deux dribbles tout en puissance, finir au panier. Et c'est là-dessus qu'on va l'attendre. Et ça lui donne un bonus par rapport à quelques autres joueurs qui sont vraiment que des 3D. Là, je suis en renversement, la main elle est prête, petite feinte, droite, petite feinte départ à gauche, et je vais tout en puissance finir au panier et provoquer une faute. On revoit sur ce dribble, vraiment voilà, c'est. Alors, effectivement, vous l'avez au ralenti, mais c'est pas du tout explosif. On est sur des fondamentaux de pied, main gauche, le bras qui protège le ballon, vraiment tout en brutal, enfin en puissance brute, et je vais au panier. Ici, on a du contrôle de son dribble, on se met pas en danger, il y a un écart sur pick and roll, je suis dans une défense de zone, je peux pull-up à mi-distance. Justin Moore est un joueur qui peut aussi sanctionner mi-distance, qui peut aussi un peu jouer du pick and roll, et qui est un très bon shooter dans l'espace intermédiaire. Il y a peu de volume, mais on voit que voilà, c'est un mec qui est à l'aise, qui est assez complet. Je vous le remets en vitesse réelle parce que je trouve ce clip intéressant. Donc vous voyez, on est face à Syracuse, donc c'est la bonne vieille zonasse que coach Boheim fait depuis maintenant, je sais pas, 30, 40 ans, je sais plus depuis combien de temps il exerce avec deux de ses fils dans l'équipe, hein. Ça, c'est le, comment on dit, népotisme, despotisme. Voilà, on rentre mi-distance, on le voit encore un dribble avec le bras en avant, je pull up mi-distance. Là encore, vous voyez, difficulté dans son dribble. Je suis pas explosif, j'arrive pas à me créer un décalage, je finis par un pull-up, celui-là il rentre, mais globalement, on n'est pas sur vraiment un arrière fluide balle en main. En NBA, je vais pas lui demander d'être un créateur initiateur. Ici, ce que j'aime bien, hop, c'est encore une fois la manipulation. On sait que enfin, il sait que c'est pas un athlète, donc sur des petits appuis, il arrive à se créer des décalages. Regardez ici, on est, je donne une feinte et je passe à gauche et je vais finir. Voilà, bon, vous voyez le score, on est Saint Joseph, c'est pas une grande équipe en face, hein, on est à 29-51, mais ce qui m'intéresse, c'est les fondamentaux de pied encore chez ce joueur. On a des joueurs avec des bons fondamentaux, on a fait 3 ans dans le parcours NCAA qui peuvent tout de suite servir au NBA. Ouais, c'est vrai, FD, ils sont 1-3 depuis 2-3 matchs. Ils modifient pas mal Syracuse, je pense que ils ont souvent eu des gros athlètes un peu tankés avec pas forcément beaucoup de talent. Là on a dans le numéro un gros shooter, on a les Bohèmes qui sont des gros shooters, donc on est plus sur de la longueur plutôt que de la puissance brute. C'est vrai que la zone elle a un peu modifié. Salut Chostigal, comment tu vas? Bah écoute, ça va très très bien de notre côté. On est sur du clip de joueurs de Villanova. On commence par Justin Moore qui est peut-être le prospect le plus coté de l'équipe. Et puis on va faire le tour des 4 joueurs. Donc n'hésite pas à nous dire ce que tu en penses. Là on est encore sur un pick and roll, ça switch en face. J'utilise mon bras. Vous voyez, on s'en cache même pas, hein. Ça pourrait quasiment faire faute offensive s'il vendait mieux le truc. On va mettre un gros coup de bras en mode pour faire un espace parce qu'on n'est pas explosif. Et sur un joueur qui a pas une très grosse latéralité, j'arrive pas à me trouver mon décalage. Et ça pose problème pour ensuite un joueur NBA, pour un créateur. On est vraiment sur plus un rôle de finisseur. Feinte de tir parce que je suis une menace à 3 points. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un passeur fonctionnel. Alors vous voyez, la passe elle est faite à 2 mains. On peut se la refaire. Hop, alors je vais me la remettre ici, pardon. Je reçois le ballon. Je crois que la passe là elle est à 2 mains parce que c'est pas un énorme
un énorme créateur collectif. Et tout de suite, je me repositionne, les bras sont prêts, je peux repartir. Autre feinte, on fait le même move 2 fois d'affilée, la défense tombe 2 fois. Cette fois-ci, Gillespie, 3 points. Et ça fera ficelle. Alors je l'ai coupé parce que ce qui m'intéressait c'était Monsieur Moore sur cet extrait là, mais voilà, on est sur du joueur de Villanova très fonctionnel encore une fois, euh, qui va toujours trouver le bon coéquipier. Mais on a aussi un passeur qui peut passer sur pick and roll, une passe au sol. Je crois qu'on la voit ici, voilà, petite passe au sol pour son pivot, bonne lecture de jeu, très patient parce que je suis lent, donc j'ajoute en mes forces, on se le refait, la lecture de pick and roll, là j'ai un petit espace, et tout de suite je transmets à mon intérieur. Alors Dixon c'est pour moi pas un intérieur de niveau NBA, peut-être un joueur qui pourrait jouer pour l'Europe, et encore je le trouve assez limité. Sur un mec NBA ça fait dunk hein, sans aucun problème. Ou au moins ça fait une faute. En transition, un peu de jeu poste bas, parce que je suis plus gros, parce que j'ai un avantage. Encore une fois, ce bras off-arm qui permet de faire un petit écart. Bras roulé main gauche, ce qui m'intéresse ici c'est que c'est un joueur qui peut finir aussi de sa main gauche. Alors il est à l'aise avec les deux côtés pour partir en dribble, il peut pas varier son dribble mais il peut partir des deux mains, il peut finir aussi des deux mains. Donc ça pour un joueur NBA on va attendre aussi de ce côté là. Et là on est revenu sur le catch and shoot, donc voilà on a fait le tour du film. Je vais vous le laisser tourner pendant que qu'on en parle et je vais lire vos petites questions si vous en avez. Euh, on est reparti pour lancer du film. Voilà, Justin Moore, vous l'avez compris. On a un joueur troisième année qui est déjà assez mûr dans son jeu et dans son physique, donc il n'y a pas un gros upside. C'est un joueur qui va faire du catch and shoot et qui va défendre, comme on l'a dit, des ailiers, qui va défendre loin du ballon, qui aura toujours une plus-value, qui va vous apporter des rebonds. C'est du 3&D. Sui avec un bon pourcentage, on a 38%. Pour la projection, je sais pas où vous l'achetez. Moi, je peux l'avoir sur une fin de premier tour. À partir de la, je sais pas, on va partir 20, peut-être le plus haut possible jusqu'à 45. Souvent, c'est une fourchette assez large qu'on donne. On peut l'acheter parce que c'est un joueur qui va forcément avoir un impact positif dans une équipe. Chez Envergure, il y a pas mal de gens qui pensent, enfin quasiment tout le monde pense que ça pourra pas être un créateur. On est assez d'accord là-dessus parce qu'il y a un manque athlétique, comme on l'a vu, il y a un manque d'aisance balle en main, il y a un manque de fluidité dans le mouvement, mais c'est un joueur qui sur un renversement peut être utile. Euh, voilà, n'hésitez pas si vous avez des petites questions, la scouting report sortira d'ici 10 jours grand maximum. Je vous remets les stats pour ceux qui viennent d'arriver. Justin Moore. Pour l'instant, dans les mock drafts, je l'ai vu vraiment osciller. Je l'ai vu certains l'avoir assez haut, donc des 20, et puis je l'ai vu certains ne pas l'avoir drafté du tout. Il y a pas mal de gens qui préfèrent son compère Jermaine Samuels. Moi, mon préféré des deux, c'est Moore. Parce que il tire depuis plus longtemps, je suis plus confiant dans le. Pardon, je suis plus confiant dans le tir et je suis plus confiant aussi dans le profil physique. Euh, il y a un antécédent de blessure genre chez Justin Moore qui je crois, je l'ai noté dans le scouting report, hein, je crois que c'est un genou, il s'est déjà fait les croisés quand il était au lycée, ce qui peut expliquer euh, ce manque de puissance explosif, de premier pas et de verticalité. Une équipe qui le draft, c'est une équipe qui est déjà compétitive. C'est une équipe qui veut un shooter fort A de rotation, qui veut pouvoir avoir un mec vétéran. On pense forcément du coup les Lakers cette année qui manquent de tir, mais toutes les équipes veulent un Justin Moore parce que ça coûte pas cher. Un contrat fin de premier tour, second tour, on est aux alentours de 1 million, 1 million 5, 2 millions. Pour un mec qui peut arriver contribuer directement, c'est du pain béni. Je pense qu'aujourd'hui, il y a les 30 franchises NBA, on leur propose ce joueur-là, ils le prennent. Maintenant, la question c'est toujours de savoir est-ce qu'il y a mieux ou pas au même endroit. Mais quand tu cherches un shooter et qui défend pour les deux, tu vas très très vite sur Justin Moore, je pense, dans la prochaine draft. Dites-moi si vous avez des noms qui vous reviennent avant, mais je- globalement, je pense que c'est un des premiers qui me vient en tête. Sachant que je passe des Ochai Agbaji plus haut, Kadari Richmond il shoot moins bien, donc voilà, n'hésitez pas à me donner des noms pendant que je bascule sur le deuxième joueur. Et
on en discute ensemble. Hop là, bon, s'il y a rien, on va passer sur le deuxième en même temps. Alors le deuxième, on l'a vu ici, souvent plus coté que Justin Moore, c'est Jermaine Samuels, qui est son compère, qui lui pour le coup est un cinquième année comme on va voir. Je vais vous mettre les stats aussi, Jermaine Samuel qui est le troisième plus gros volume de l'équipe, et on passe sur son profil envergure. Alors ça c'est peut-être le petit défaut de notre site, c'est qu'on peut pas faire une recherche rapide, donc vous allez forcément avoir le côté le côté recherche un petit peu plus long. Hop, en attendant, je mets ma calvitie pour que vous mettiez une tête sur cette voix, euh, que peut-être que vous entendez maintenant depuis un peu de temps sur envergure. Alors notre ami Jermaine Samuels. Et on est parti pour le copain Jermaine Samuels. Donc vous le voyez là, il exulte, il est content. Jermaine Samuel, 23 ans, on est sur un cinquième année, vous voyez 5 ans. C'est un ailier, 2m01, 99 kg, l'envergure. Là je l'ai pas tout de suite, mais peut-être qu'elle doit être dans le scouting report. On est sur une envergure quand même positive, mais je crois 2,06, peut-être 2,08 de mémoire. Alors 5 ans, pourquoi? Parce que cette année, les joueurs qui ont terminé leur cursus, donc normalement on fait 4 ans maximum, ont le droit de faire une cinquième année à cause de la pandémie qui a raccourci de façon assez drastique la saison 2019-2020 et 2020-2021. Du coup, en compensation, la plupart des joueurs quatrième année qui partent pas en professionnel peuvent faire une cinquième année sans aucun problème. Jermaine Samuels, vous voyez au début, il jouait pas du tout en première année. Il avait fait une grosse pige. C'est jeune 23 ans pour un super senior, non. Oui, ça, c'est jeune pour un super senior 23 ans. Euh, Quand on voyait que Chris Duarte l'an dernier, je crois, avait déjà 24 ans, faudrait regarder, mais donc oui, c'est assez jeune pour un super senior. C'était pas un prospect très coté, Jermaine Samuels. Il est arrivé en première année, il fait un super match. Enfin, il fait un très gros match parce qu'il y avait une blessure et après c'était un peu redescendu au niveau de la hype. Il s'est plus installé en deuxième année quand il s'est installé dans le stack majeur avec 22 minutes. Pour 6 points, vous voyez, c'est toujours des stats un peu complètes. 6 points, 5 rebonds, une passe. Et cette année, et l'an dernier, c'était devenu un des patrons de l'équipe. Donc on voit 11 points cette année, ici, 6,3 rebonds, donc plus gros rebondeur que notre ami Justin Moore aussi, 1,2 passes, 0,5 style, 0,5 bloc, il est un peu partout. On est sur des pourcentages, ce qui est un peu nouveau avec Jermaine Samuel, c'est surtout depuis les 2 dernières années du tir à 3 points, même si là il commence sur des bases assez faibles avec un 31%, qui est assez vilain. Mais voilà, ce qui vendait aux gens, c'est un profil aussi de Swindy. On va regarder ça ensemble pour vous faire les stats avancer très rapidement pour pas vous gaver avec, mais pour vous faire un petit point quand même de départ. On a un joueur qui est très efficace, enfin très efficace, qui est efficace près du cercle, 61,3%. Comme on le voit ici, on est dans la moyenne haute NCA. Pardon, ici on a la moyenne haute NCA, donc c'est légèrement au-dessus de la moyenne. On a les stats, elles sont un peu plus basses, ça ne doit pas être actualisé par rapport au dernier match qu'il a fait. On est sur un joueur qui vit uniquement sur du catch and shoot. Au niveau de son tir à 3 points, c'est quasiment la moitié de son tir et c'est 31,6%. En termes de volume, je bascule, on est sur 4 tentatives par match, donc ça devient un volume intéressant pour ce joueur-là. Et on a un petit peu de mi-distance avec 47% d'efficacité sur les 2 points longs. Et c'est des tirs qu'il va créer par lui-même. Donc ça peut être aussi un indicateur positif pour ce joueur. Il arrive à se créer son décalage, on va le voir, et prendre du mi-distance. Comme Justin Moore, des pourcentages de lancer francs assez faibles. C'est un point commun à pas mal de joueurs de l'équipe de Villanova que je n'explique pas, à part le fait qu'il est vraiment... Voilà, le geste, on va le voir, est pas très beau. Et sur une
sur des lancers francs, et peut-être ça se reflète un peu plus quand il n'y a pas l'élan. Donc on va partir sur du clip maintenant avec notre ami Justin Moore. Donc on va ouvrir ça. Hop là. Notre ami Justin Moore, n'importe quoi. Jermaine Samuel. Excusez-moi. Comme pour Justin Moore, on fait dans l'ordre. C'est quoi sa classe d'entrée en NBA? C'est du 3 points. Va falloir qu'il mette des tirs à 3 points pour pouvoir être sélectionné. Il va falloir défendre. Donc on va commencer par le 3 points, puis la défense, et après on verra les points positifs et les points négatifs de façon un peu plus ciblée. Alors, pour le repère sur le terrain, c'est le numéro 23 qui est ici. On est encore contre Syracuse. J'avais bien aimé ce match. Pour clipper, c'était pratique. Alors vous le voyez, le geste est dégueulasse. Globalement, le geste est dégueulasse. Il l'a pas trop modifié par rapport à l'an dernier. C'est juste que ça rentre un peu moins. Il y a eu du travail quand même de fait dans la fluidité, dans la rapidité, mais c'est vraiment pas un joli geste. On se le refait au ralenti pour bien se brûler les yeux. Donc vous allez voir, le tir il est en poussée, les pieds sont en déséquilibre, c'est vraiment pas beau. Les mains sont prêtes, je suis bien placé, et là, hop, les deux pieds qui se croisent, le tir en poussée. On est sur un shooter du dimanche, mais quand on prend ce tir, on est à une distance NBA et on a une release qui est assez rapide. Donc maintenant, on se rend compte de plus en plus que la mécanique est assez surfaite. Enfin, c'est plus vraiment un critère décisif pour drafter ou pas un joueur. Il faut que ça rentre. On va plus regarder la vitesse, si le tir part d'assez haut ou pas, et la distance. On se leur fait le petit croisé de ballerine affreux, et ça rentre. Ici, on est là, on est dans le corner, les mains sont prêtes, et hop, tout en poussée. Encore un petit 3 points. Donc là, encore une situation de 3 points. On montre que c'est vraiment en poussée, les pieds se croisent, cette fois-ci ça banane, on a vu 31% de réussite. Donc on n'achète pas pour le côté artistique, hein. C'est plus du Picasso qu'une grande œuvre d'art. Mais l'an dernier on était à 37%, cette année à 31%, sur un bon volume, c'est ça qu'on va regarder plus. Donc on se le met en vitesse réelle, on est là, pick and roll, je ne prends pas l'écran, je vais au cercle, je peux finir des deux mains. On se le met en ralenti. Donc là on a un écran qui est posé, je fais semblant de le prendre, je vais au cercle et on finit. Ce qui va, ce que je vais regarder là sur ce joueur, est-ce qu'il peut exister en NBA là-dessus? Ça va pas être un créateur balle en main parce que comme vous le voyez en vitesse réelle, le premier pas est encore une fois assez faible. Le dribble, il est pas fluide. On a peu la capacité chez Jermaine Samuel de changer de main une fois qu'on part balle en main. On peut pas forcément accélérer, on est très vite en difficulté sur les équipes qui vont switcher. Donc c'est plus un rôle de finisseur. Par contre, on a vu 61% près du cercle. C'est un pourcentage intéressant parce qu'on a un joueur qui a 5 ans d'université, qui est encore une fois supérieur physiquement à ses adversaires et qui du coup va pouvoir dominer par par sa maturité dans les deux sens du terme. Jermaine Samuel, c'est un joueur qui fait tout bien, mais qui n'excelle nulle part. On peut se le refaire une dernière fois, et après on passe au suivant. Pour regarder la fin de départ, c'est là-dessus qu'il va plus pouvoir se créer un décalage, et j'y vais tout en puissance sur un joueur qui est bien moins développé que moi. Dans une zone, on est sur des fondamentaux de pied assez intéressants. On fin des départs à l'expérience et tout en puissance. On va au panier, on peut se le remettre une fois en vitesse réelle sur un pivot depuis le centre de la zone qui est un peu le point faible de la défense de zone pour sanctionner. Donc là je réceptionne, j'y vais main gauche et encore une fois sur un drive très linéaire, hein. Je vais tout en puissance au niveau du panier. Regardez, il n'y a pas de variation dans le drive, c'est vraiment juste la supériorité physique. Donc on est sur un finisseur d'action plus que sur un créateur. Là on a un cut,
et on va au cercle. Alors, quand je vous dis que c'est pas un athlète, ça c'est quelque chose qui est problématique. Sur un joueur qui va pouvoir faire un démarquage loin du ballon, il est assez bon pour se démarquer loin du ballon, mais comme on n'a pas un athlète vertical, donc qui peut monter très haut pour finir fort, on va souvent avoir ce genre de situation, il va se faire bloquer à l'arrivée sans pouvoir créer une faute ou un panier au pourcentage. Donc regardez, le démarquage il est bon, mais comme je monte pas très très haut, que la défense elle est en place, je me fais bloquer, il n'y a pas de faute derrière. Ici, mes mains elles sont prêtes, je suis dans le centre, je suis dans une feinte, et là par contre on a un bon passeur. Alors là-dessus c'est peut-être un des meilleurs joueurs du championnat pour les passes au sol. Il est très bon pour passer au sol, c'est un passeur fonctionnel qui fera toujours du bien dans une attaque placée. On peut se mettre en vitesse réelle, son pivot se démarque et tout de suite je vais trouver la passe à deux mains, c'est assuré, c'est académique et ça fonctionne. Maintenant, défensivement, comme le copain de Justin Moore, on a un joueur qui backshot, qui utilise très bien son dos, qui sait très bien se placer. Et s'il ne capte pas le rebond, il offre le rebond à son équipe. Ça, c'est quelque chose que les franchises NBA vont vouloir acheter. Juste un joueur qui rend une défense meilleure parce qu'il permet de concrétiser la défense avec un rebond à la fin. Regardez, le placement du dos, la main, hop, je vais pousser dans le dos, j'empêche la défense de prendre. Là, c'est mon copain Artidiacono, petit frère qui récupère le rebond et qui va pouvoir lancer la contre-attaque. On est encore sur un back-out, là sur un pivot, je place mon corps, je ne suis pas le plus vertical, mais je sécurise la prise pour Brandon Slater. On peut se la refaire. Regardez vraiment le travail au niveau des bras, au niveau des appuis en bas, pour sécuriser. Il y en a une troisième, je serai encore sur un pivot, je prends position avec mon bras et je crée un rebond défensif. C'est peut-être pour les joueurs de sa taille un des meilleurs rebondeurs défensifs du pays. Donc là on a une défense loin du ballon sur un contre. Alors vous voyez il n'a pas la tête au cercle hein, comme on dit. Mais c'est un joueur qui est toujours très très bien placé. On va pas monter très très haut, mais on est vertical et on peut poser une aide loin du ballon pour combler un trou. En NBA, parce que c'est ça qui nous intéresse, en NBA on va avoir un joueur qui sera placé sur les ailiers, sûrement sur le moins bon ailier porteur de balle, qui va beaucoup travailler dans l'orientation de son ailier parce qu'il a un défaut de latéralité et qui sera toujours bien placé dans les aides, soit pour une interception, soit pour un bloc, soit pour un passage en force. Moi j'aime bien le point de départ, comment je viens vite récupérer mon attaquant pour contrer ce ballon. Situation suivante, les mains elles sont actives, on est dans l'orientation pour venir contester. Vous voyez, on n'est pas sur un joueur qui va coller son porteur de balle, on est plus sur un joueur qui va orienter fortement sur une direction, la direction que la défense elle veut donner, et on va l'amener jusqu'ici lorsque le porteur de balle ne crée pas de changement de rythme, changement de direction brutaux, donc passement plat, il pourrait passer main droite, il le mettrait dans le vent. Vraiment, on va l'orienter, l'accompagner jusqu'au bout, là où la défense elle est placée, pour pouvoir finir la possession de l'attaque. Je l'emmène jusqu'au bout, je fais pas faute, et je tiens mon porteur de A à Z. Est-ce que là après il est pas en transition, donc voilà, bon là il a une ligne de drive et je vais finir tranquillement. On peut le voir exister là-dedans, c'est pas spectaculaire mais c'est juste propre. Alors voilà, maintenant, comme je vous disais, sur les changements de direction il est perdu. C'est pour ça qu'il peut pas switcher sur des extérieurs. Donc là pourtant on n'a pas un extérieur hyper explosif, on a un Boehm.
Donc un des deux fils du coach, je sais plus si c'est pas celui qui a transféré. Je crois qu'il y avait Buddy qui était là avant, qui est ici, et que lui c'est le deuxième qui a transféré depuis une des facs de Ivy League, hein, la Ligue d'Harvard, je crois qu'il vient de Dartmouth. Voilà, mais bref, c'est juste du détail. Là vous allez voir, on va avoir un changement de direction et il va être mis dans le vent notre Jermaine Samuels. Et sans NBA sur des extérieurs, il se fera avoir à chaque fois. Donc de souvenirs, ouais, on part à droite et là, juste un dribble simple. Je pars à gauche et voyez comment il va déjà être mis dans le vent. On a déjà du retard ici. Là, je suis passé. Là, en NBA, ce sera puni systématiquement. Autre difficulté, donc là, je pense qu'on va être dans un cut ligne de fond et je pense qu'on va avoir un défaut de verticalité encore. Donc, je me replace. Je lis bien, voilà, au niveau du cut. Il se démarque bien, mais je suis pas un gros athlète et je me fais bloquer par la défense qui est placée. Donc, en vitesse réelle, ouais, il monte pas haut, hein. Il monte pas haut et du coup il va se faire attraper. Ça, ça va aussi lui arriver. Là c'est pareil, San Joseph, donc on n'a pas un porteur de balle extra dominant, mais le petit changement de direction va le mettre en difficulté. Il faut la remettre depuis le début. Je crois qu'on a une fin de départ à gauche parce qu'il est orienté à droite et hop, on se repart à droite. Accélération, il est perdu. Alors il y a une bonne aide de son pivot. Passage en force, mais lui était battu. Ici, ouais, on est encore pris latéralement. On est encore pris latéralement, il y a quasi rien quoi. Donc moi je suis assez inquiet pour Jermaine Samuel, on va le voir quand je vais faire ma projection, mais je suis assez inquiet pour le voir vraiment exister plus que sur un rôle de remplaçant placé en aide défensive. Euh, et là on était. Ouais, vous voyez, il est pas hyper explosif derrière l'écran. Donc encore une fois il refuse un tir. Parce qu'en NBA ça il pourra pas le refuser. Je suis à 3 points, j'ai mon tir, je suis derrière l'écran. Il aura pas plus, il aura pas mieux que ça quoi. À part de la bout de chaîne, mais là-dessus il doit prendre ce tir. Il le refuse et c'est pas un assez bon athlète pour aller jusqu'au panier. Donc une passe. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de Jermaine Samuels. J'ai pas fait forcément le profil le plus flatteur pour ce joueur, mais en termes de projection, moi je vois plus un second tour. Voire undrafted, c'est un joueur intelligent qui aura un impact positif, mais qui ne pourra pas exister contre les meilleurs porteurs de balles adverses, qui pourra pas switcher sur tous les profils, qui pourra pas initier de l'attaque. On est vraiment sur un rôle de finisseur, et pour le moment, vous voyez, 31,6% seulement, c'est pas suffisant. L'an dernier, on avait 37%, donc ça c'était intéressant, mais pour un volume un peu petit, là il faut faire mieux que ça. Il est encore coté, je l'ai vu sur des fins de premier tour. Il faudra faire bien mieux que ça pour pouvoir avoir une chance d'exister en NBA. Jermaine Samuels, s'il n'est pas au moins à 35%, 36%, je le mets pas sur un terrain NBA. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, dans les commentaires. Je fais un petit tweet de rappel pour dire qu'on est toujours en stream. Hop, et je vais vous lire juste après. De prospect. Ok, excusez-moi, je suis à vous. En défense sur le porteur, c'est chaud un peu. Alors après, voilà, j'ai pas pris les exemples les plus flatteurs pour notre ami Jermaine Samuel, hein. J'ai pas été hyper sympa. J'aurais pu mettre plein de bonnes défenses qu'il fait parce que globalement il y a un impact positif. Mais sur des extérieurs, sur des forts joueurs NBA qui peuvent changer le rythme, même sur des ailiers qui peuvent changer de rythme, il va être vite en difficulté. Donc je préfère vous faire un truc un peu peut-être pessimiste en vous montrant des fois où il se fait battre plutôt que vous vendre un prospect défensif plus comme vous allez l'avoir sur ESPN, parce que c'est pas la réalité de son niveau supérieur. En réalité, si on l'envoyait en Europe, ce serait un excellent défenseur en Europe parce qu'on a
On a des profils athlétiques beaucoup moins explosifs sur des premiers départs et tout ça, mais pour de la NBA, dans une ligue où on va tout switcher, euh, ouais, je suis assez inquiet. Là, je vous ai mis, il est ailier à Villanova, on est plutôt sur un poste, un mec qui va jouer ailier fort. En comparaison, qu'est-ce que je peux vous trouver en comparaison? Assez vieux. Bah dites-moi si vous avez des comparaisons qui vous viennent en tête. Aussi vieux que ça. Non, là, j'ai pas forcément de quelque chose de vraiment accurate. Donc, je préfère pas vous dire de conneries. Mais voilà, vous avez le profil, quoi. Un Suyendi qui doit progresser dans la pourcentage de réussite et qui sera jamais un stopper comme peuvent l'être les meilleurs défenseurs NBA. On va passer sur un troisième joueur. Alors celui-là, au début, je vous avoue que c'était peut-être le joueur que je regardais le moins de l'équipe. Et puis il m'a un peu flashé et Alexandre, donc Alexandre Berthaud, qui est le papa du podcast Envergure, m'a dit regarde-le, je pense que c'est peut-être le meilleur joueur NBA de l'équipe. Il est titulaire depuis cette année seulement. Brandon Slater, on va regarder son profil. Il est titulaire depuis cette année et effectivement il a des stats qui interpellent et qui plaisent tout de suite à quelqu'un qui recherche un autre profil de 3D, 73% près du panier, ce qui est excellent. Et on a 36% 3 points, ce qui est bien, sachant qu'il y a un gros volume, c'est la moitié de ses tirs. On a vraiment là un mec qui finit très bien près du panier, qui est plutôt efficace de loin avec un gros volume pour du catch and shoot, qui a un bon pourcentage de lancer franc. Là, on est sur un joueur NBA. On va regarder ça. Il s'appelle. Je vous mets, pour pas vous faire tout le truc de recherche, je vous mets ma petite tête. Il s'appelle Brandon Slater. Et on va regarder son profil ensemble maintenant. Je sais pas si c'est un joueur que vous connaissiez. Moi, j'avoue que avant cette année, c'est un joueur que je connaissais pas du tout. Euh, Parce que, comme je le disais, je regarde souvent des joueurs précis sur un terrain et pas toute l'équipe. Donc, lui aussi, c'est un senior. Alors, pas super senior, juste senior. On l'a ici, quatrième année. Avant l'an dernier, il jouait très peu. Vous voyez, 17 minutes. C'était un petit remplaçant qui avait voilà 4 points par match. Cette année, il est dans le 5 majeur. Il joue 31 minutes. Il remplace un peu numériquement Jeremiah Robinson Earl, même si c'est pas le même profil, mais voilà, c'est lui qui l'a remplacé dans le 5 majeur. On est sur 12 points. Donc c'est le quatrième, je crois, plus gros volume de l'équipe, mais comme on l'a vu, 61% à 2 points avec un excellent 73% près du cercle. On a 4,2 tirs à 3 points par match, ce qui est un bon volume, 36% de réussite au tir, 82% lancé franc avec 2,3 tentatives par match. On a 3 rebonds, 4 rebonds, excusez-moi, ça c'est les rebonds défensifs, 1,5 passes, en gros 1,5 steals, un peu de bloc, peu de ballons perdus. Brandon Slater c'est 2m01, 92 kg, l'envergure on l'a pas. C'est un joueur qui était peu référencé, donc on n'a pas l'envergure, mais je pense qu'il a une envergure positive. On voit, là, allez sur le site, vous le verrez mieux que sur mon retour Twitch, mais on voit un joueur qui est quand même très dessiné, qui est prêt. Et on a préparé du film pour ce joueur-là. Alors il y a moins d'extraits parce qu'en fait, il fait deux choses sur un terrain. Il met des 3 points et il défend le plomb. Et on aura du coup un petit sujet philosophique là-dessus. Je vous prépare le film. Alors, est-ce qu'on est sur le film de Brandon Slater ou pas? Voilà, on est passé sur le film. Alors, c'est le numéro 3 qui est là. Brandon Slater, et donc vous allez le voir. D'abord, le tir à 3 points. Catch and shoot. Les bras ils sont prêts, ça remonte très vite. Le geste est bien plus propre que notre ami Jermaine Samuels. On se refait ça au ralenti. Et ça fait filoche. La distance, on remet au niveau des pieds. Elle est clairement NBA. Au niveau de l'arc de tir, on est bien. La vitesse, c'est rapide. On laisse pas le temps aux défenseurs de venir derrière nous. Il n'y a pas de mouvement parasite. Le release est assez haut avec une belle élévation.
et ça fait filoche. Action suivante, encore du tir à 3 points. On est peut-être sur de la transition cette fois-ci. Je suis dans le corner ici, regardez, la transmission, les mains sont prêtes, je monte, filoche. Alors l'adversité moins de 7 marées, ou comme vous voyez 42-76, c'est une équipe de merde qu'ils affrontent. Les Mountaineers, je crois que c'est une équipe qui va d'être promue en première division, mais pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment un profil de tireur, donc on va pas le voir au champ du drive. Donc l'adversité m'importe peu. Voilà, on a un mec qui va mettre ses filoches. Regardez, encore une fois, les mains elles sont prêtes, je me déplace pour être bien placé. Je remonte vite, la distance NBA, 3 points. Encore une petite, alors on va voir qu'il peut poser un petit dribble quand il faut. Petit dribble pour mettre en confiance, un petit écran, 3 points. Le volume de pull-up est très faible, je l'attendrai pas là-dessus en NBA. D'accord. Par contre, ce que je peux apprécier, c'est j'ai une feinte de tir, mon défenseur saute dans la feinte de tir au niveau du close-out. Je fais un petit dribble de décalage et je relève. Et donc je vois que c'est un joueur qui peut faire ça. Ici, encore un écran, feinte de tir, je me repositionne. Mes mains elles sont prêtes de nouveau, alors là la réception elle est pas bonne. Et encore un pull-up à 3 points. Globalement c'est quand même, on l'a vu, hein, quasiment exclusivement du catch and shoot. Mais voilà, j'aime toujours vous montrer d'autres situations. Maintenant on va parler sur la défense. Et défensivement là, autant Moore et Samuel s'orientent beaucoup parce qu'ils n'ont pas la latéralité. Là vous avez un défenseur complet qui est très agressif sur le corps, qui peut switcher. Je le vois pouvoir défendre des postes 3 évidemment, avec sa taille, mais des postes 4 parce qu'il est puissant, des postes 2 parce qu'il est vif, peut-être des extérieurs, enfin meneurs pour les moins rapides. Et c'est vraiment un défenseur qui va être agressif, vous allez le voir avec ses longs bras, ses mains sur le ballon, et qui bouge très bien ses pieds. Là on est sur un profil défensif peut-être beaucoup plus intéressant. Donc comme c'est de la défense, je vais le mettre au ralenti pour vraiment pouvoir tout observer. On l'a vu, Villanova, on n'a pas des excellents porteurs de balles, mais on a des, globalement des ailiers qui bougent assez bien. Donc voilà, là je me déplace, j'attaque le ballon directement, mes mains elles sont actives, je ne fais pas faute, c'est un joueur qui commet assez peu de fautes, et avec mes longs bras je vais gêner la possession adverse. J'anticipe la passe, je reste focus sur le ballon, et je vais tout de suite me positionner, orienter et contester le tir. C'est un tir difficile, excellente défense du début jusqu'à la fin. On se la remet une fois à vitesse réelle. Regardez comment, alors excusez-moi, c'est un peu lagué ici, peut-être que c'est le clip qui lag un peu. Regardez comment je change d'appui, comment j'attaque pour ne pas laisser le porteur de balle à l'aise, et comment je suis toujours capable de faire une aide et de contester le tir. Je conteste avec les deux mains. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut contester main gauche, main droite au niveau des tirs. Action suivante, encore défensivement, voilà. Là, je vais tenir mon gars jusqu'au bout, je vais le coller au corps, va pas y avoir d'espace possible. Si jamais il y a un changement de rythme, il peut tenir parce qu'il bouge très bien au niveau des petits appuis. On se le refait au ralenti. Beaucoup plus agressif. Hop, l'accélération du porteur de balle, moi je peux la suivre aussi latéralement, je l'emmène jusqu'au bout, je fais pas faute et je conteste le tir. Ici, je sors d'un écran, je suis pas pris dans l'écran, je me bats, j'oriente, je laisse un peu d'espace et je conteste de façon efficace le tir. On peut se le remettre celui-là. Donc je sors d'un écran, je suis pas pris dans l'écran. On a un shooter, donc je lui colle au corps parce que je veux pas qu'il y ait un catch and shoot en sortie d'écran. Donc là, tout de suite, je lui colle au corps. Je suis dans ses appuis, mais je fais pas faute. On est très agressif, hein, vous avez vu sur la réception. Maintenant, je sais que ce joueur il est pas à l'aise au niveau de la main gauche, donc je vais l'orienter à droite et je vais très vite aller le récupérer. Là, il peut élévation, sur mes appuis, je suis prêt. Et je conteste ce tir pas mal longueur de bras avec mon bras gauche sans faire faute. Et derrière Samuels qui fait un bon box out et on récupère la possession. Ici je suis en défense sur un pivot. Il y a eu un switch avant. Je box out aussi.
comme à l'image de Villanova au niveau de mes appuis, je suis bien placé, je ne laisse pas le pivot prendre. C'est pas moi qui récupère le rebond, mais je m'en fiche. L'important c'est que mon équipe récupère le rebond et donc je sacrifie mon corps pour avoir la possession. On se la refait. Moi j'aime beaucoup les guerriers qui font passer l'équipe avant. Regardez encore une fois sur les épaules, le travail de puissance en bas du corps, on voit que c'est un senior dans un programme de très très haut niveau. Villanova, hein, qui est référencé plusieurs fois champion. Là je suis dans l'aide et en même temps je reprends. Alors celui-là, pareil c'est du bonheur, pardon, excusez-moi. Donc regardez ici, je crois que c'est Justin Moore qui est battu sur le premier pas. Je viens m'interposer dans l'axe pour me proposer une aide. Et tout de suite, je vais aller récupérer mon attaquant direct et je vais sécuriser le rebond. L'aide. Donc là, l'axe il est coupé. Du coup, on a un pull-up ici. Et tout de suite, je viens me replacer. Je sécurise le rebond. Et mon équipe elle a la possession. Il y a une transition. Ici, notre ami Brandon Slater. Donc là, on est sur une situation où on va avoir plusieurs switches de mémoire. Donc là, je vais repasser sur un pivot. Je passe sur le pivot. C'est pas une menace au niveau du drive, donc je lève la main pour contester. Je repasse sur l'extérieur. J'attaque au niveau des mains. Je vous l'avais dit, très agressif. De très longs segments. Ah, excusez-moi. Très agressif de très longs segments. Et je pars en transition derrière. On n'a pas la fin de la transition parce qu'on est. Je sais pas s'il marque ou s'il passe. Voilà, mais là c'est vraiment la séquence défensive qui m'intéresse. On se la refait. À vitesse réelle. Le switch, j'attaque au niveau des mains parce que il protège pas bien sa balle. On n'a pas un excellent porteur de balle adverse. Et je vais créer une transition. Ici, du coup, il est là notre ami Brandon Slater, passeur fonctionnel, petite passe et petit pull-up à mi-distance. Alors voilà, ce genre de truc un peu bête que on lui demandera pas forcément en NBA, mais c'est toujours intéressant d'avoir de la polyvalence dans son jeu. Je suis une menace à 3 points, la défense va se jeter totalement. Donc la défense elle arrive ici, il anticipe la passe, manipulation visuelle. Donc on a là, je fais semblant que je vais transmettre à Samuels qui est ouvert. Le défenseur tente l'interception, il est battu, bonne réaction, bonne lecture de jeu. Je prends l'intervalle, pull-up, ficelle. Dans les statistiques que je vais avoir ici, quatrième volume, 61%, on est sur 44,4% à mi-distance, ce qui est de très très bon niveau. 44,4% à mi-distance, on est sur quand même la partie supérieure de l'NCAA sans être en élite. On reprend sur les clips. On est en vitesse réelle. Les mains sont toujours prêtes. La même feinte. Alors vous voyez son défaut ici, c'est que notre ami, il est très peu explosif. Hein. Le dribble est vraiment pas bon, il n'y a pas beaucoup de variations. On est sur un gaucher. Et il peut pas proposer grand chose balle en main. Une fois qu'on est sur du drive. On est vraiment sur un profil sweet and D. Je fais rien d'autre. Passeur fonctionnel. Comme tous les mecs de Villanova, je sais passer le ballon. Et je vais transmettre. Pareil, passeur fonctionnel. Je fais pas plus que mon rôle. Et là, on revient sur du catch and shoot, je crois. Non, même pas. Là, on est encore dans la bonne lecture défensive. Voilà, tout simplement. Vous avez compris le profil. Ici, voilà, je viens sécuriser, je viens proposer une aide pour couper la passe. Tout simplement, là, pareil, je suis dans la lecture défensive pour la rotation. Voilà, c'était Brandon Slater. Je pense, sans vouloir me tromper, hein, que vous connaissiez pas forcément le joueur. C'est pas le joueur le plus mis en avant de Villanova. C'est pas un joueur qu'on retrouve beaucoup dans les mocks pour l'instant. C'est un coup de cœur d'Alexandre. Ça devient aussi mon coup de cœur. Je me demande si
au final ce sera pas mon joueur le plus haut drafté de l'équipe de Villanova. Si on a ce volume de tir avec cette réussite et cette efficacité défensive, je l'envisage aussi fortement sur une fin de premier tour, encore une fois, entre 25 45, toujours le même range un peu flou, avec beaucoup de joueurs qui sont très très similaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez drafter un joueur qui fait tout bien mais pas élite, quitte à ce qu'il soit sur, comme on l'a vu avec Samuels avec des pourcentages moyens, ou Justin Moore qui est un très bon tireur à 3 points, qui peut dribbler aussi mais qui défensivement est un peu plus limité, ou vous préférez vraiment des profils qui sont déjà très spécialisés en NCAA et qui devraient faire la même chose en NBA, vraiment genre je tire ou je défends. Ouais, tu vois, celui qui t'intéresse le plus de ce que tu as présenté ce soir, bah ouais, parce qu'en fait, je pense que c'est le mec, on est habitué à ce profil-là en NBA. On en a plein des mecs qui font que ça, soit tirer à 3 points et soit défendre, mais qui font rien d'autre. Et en NCAA, souvent, les gens qu'on a en NBA qui tirent à 3 points et qui défendent uniquement, ils faisaient plus en NCAA. On a rarement des spécialistes, à part pour vraiment les gros shooters, mais on a rarement des spécialistes qui étaient aussi unidimensionnels. Et finalement, on a des mecs qui se spécialisent en NBA parce qu'ils sont pas assez bons pour pouvoir dominer autant qu'en NCAA. Donc voilà, je sais pas encore exactement si je préfère un pur spécialiste ou pas. En tout cas, la bataille avec Justin Moore, moi il a lutté avec Justin Moore pour être le prospect le plus drafté de l'équipe et je pense que ce sera dans tous les cas un mec qui aura un impact positif pour son équipe. On va terminer avec le dernier, je vais regarder rapidement sur Twitter si jamais il y a du nouveau ou pas. Non. Bon bah écoutez, les gens savent qu'on est en live. Je rappelle pour ceux qui sont peut-être arrivés, on a fait le tour des prospects NBA pour la draft prochaine qui sortent de Villanova. Donc on récapitule Justin Moore, Jermaine Samuels et Brandon Slater. Brandon Slater du coup qui est pour l'instant dans aucune mock, vous l'aurez vu ici en premier, et qui peut peut-être prétendre à une fin de premier tour, ce serait mérité. On va finir avec le dernier, alors c'est le patron philosophique de l'équipe, c'est le meneur de jeu, c'est Colin Gillespie. Colin Gillespie qui l'an dernier n'a pas pu participer à la March Madness parce qu'il s'est fait les ligaments croisés. Non, pas ligaments croisés, sinon il jouerait pas, mais il s'est fait une grosse blessure qui a mis fin à sa saison de façon prématurée, donc il est très frustré, lui aussi est en cinquième année, et c'est de lui dont on va parler là aujourd'hui. Donc je vais juste le temps de faire la petite recherche sur le site, vous remettre en facecam. Et ensuite on parle de Colin Gillespie. Alors j'ai très peu de clips pour lui parce on va voir que son profil va très vite se résumer. Et que j'en parle surtout parce que c'est le patron de l'équipe, c'est le vétéran de l'équipe. Alors Colin Gillespie, que vous voyez ici sous votre écran. Alors avec la souris, en envoie souris c'est mieux. 22,5 ans, super senior, donc encore une fois pas très vieux pour un senior, meneur de jeu. 1m90, 83 kg, donc un meneur de jeu d'assez grande taille, développé physiquement, on voit au niveau de la musculature qu'il est fini. Il a 5 saisons, on l'a dit, super senior, blessé l'an dernier, donc il n'a pas pu finir la saison, c'est pour ça que vous avez que 20 matchs. Mais c'est un énorme temps de jeu, il est titulaire depuis maintenant 4 ans. Il a toujours eu des standards un peu sur les mêmes pourcentages. On a une dizaine de points, entre 11 cette année 16 points parce qu'il part sur un bon début de saison. Ce qui va nous intéresser, c'est le volume à 3 points. 40% la première année sur un petit volume, 38%, 36%, 38%, 43% avec 8,3 tentatives par match, donc ce qui est absolument énorme. 43% à 3 points avec un aussi gros volume. On tente peu de lancers francs, on n'a pas un joueur très explosif, par contre on est fiable quand on y va, on prend des rebonds à l'image de toute l'équipe. On va voir, alors j'ai peut-être pas de clip de box out, mais il fait aussi du box out, il vient participer, il fait le sale travail. 3,4 passes décisives. Et donc les passes décisives elles n'ont jamais été, ça n'ont jamais explosé parce que on a une équipe très collective qui fait beaucoup tourner le ballon. On n'a pas un vrai meneur de jeu
de pick and roll, c'est pas le jeu de Villanova. Par contre, c'est un joueur qui perd pas de ballon, 1,5 turnover par match, donc on a dit 3 à 4 passes décisives, donc c'est un ratio supérieur à 2, ce qui en NBA est très bien. Quand vous avez un ratio supérieur à 2, vous êtes dans une bonne moyenne NBA, vous êtes au-dessus de la moyenne. Quand vous avez un ratio supérieur à 3, alors on est parlant des 3, vous êtes dans l'élite de la NBA. Excusez-moi pour ce bruit à côté, c'est ma vie de famille en même temps. On est dans le bureau, 1,4 steals par match, donc un joueur que vous allez voir une teigne défensive. Maintenant, pour les stats avancés, Colin Gillespie, donc gros défaut, gros flag 43,8% près du panier, ce qui est très très faible parce que c'est pas un athlète. Il monte pas haut. C'est un joueur fiable de basket, mais voilà, qui est pas un finisseur près du cercle, donc ça c'est vraiment pas bon. On a très peu de shoot à mi-distance. Alors vous voyez même pourcentage près du cercle, hein, c'est un joueur qui tente très peu près du cercle, il y est pas bon. Très peu de mi-distance, il est efficace 44,4%. C'est un joueur qui va se créer tous ses tirs en pull-up et le reste de tirs 70%, donc c'est quasi que ça en fait, c'est du 3 points. Et là il est très bon, stat intéressante, 60% des 3, enfin 64% des 3 points sont issus d'une passe décisive. Ça veut dire que un 3 points sur 3 c'est lui qui se le crée en pull-up. Alors, il va pas souvent au lancer franc, mais quand il y va, il est efficace. On complète ici pour confirmer. Près du panier, on est vraiment pas bon. On est dans le ce qui te fait. Là, vous voyez peut-être pas forcément très bien là-dessus, mais c'est là maintenant vous voyez plus tout parce que c'est trop gros. Pardon. On est sur la moyenne basse NBA. Par contre, au pourcentage à 3 points, on est sur la moyenne haute avec un gros volume. C'est l'heure du clip. On est ici, Gillespie. Hop, ça s'est lancé ici. Donc, premier point d'entrée, la défense, c'est une petite teigne. On est encore contre Syracuse. J'avais saigné au niveau du clip ce match-là. On voyait les bohèmes. Buddy, Jimmy. Le papa, il a 90 ans. Ses fils, ils ont 20 ans. Il n'y a pas de problème. Je suis pas là pour juger. Colin Gillespie, donc défensivement, une petite teigne très agressive. Ça bouge bien. Ça se fait pas trop prendre dans l'écran sur le switch. On va rien lâcher. On va tenir. Et on va aller chercher l'interception. On se le refait ici. Dans l'écran, je passe bien à travers l'écran, je switch l'anticipation, c'est un joueur qui est très intelligent, qui fait toujours la bonne action, et on va prendre l'interception. Encore une séquence défensive de Colin Gillespie. Hop, l'anticipation au niveau de l'interception sur une passe qui est trop facile, la bonne passe et le dunk, et derrière on pousse un petit peu l'adversaire parce qu'on est quand même sur un profil assez teigneux, pour bien expliquer que ce match, on va le gagner. Voilà, on peut mettre un petit coup au passage, ça fait toujours du bien. Un vrai gars de Villanova ici, on tient en contact un ailier. C'est un joueur qui est puissant, qui est résistant, qui a un corps bien développé en haut, en bas aussi, qui peut être très frustrant. Donc en NBA, on peut le voir switcher sur. Donc il peut défendre effectivement des extérieurs, mais on peut le voir switcher sur des petits ailiers, et ça va être assez intéressant pour une franchise qui y va. Pour vous donner une projection dès maintenant, on va avoir, ça va être un troisième meneur, deuxième, troisième meneur. On a eu son compère Archie Diacono qui fait des pigeons NBA, c'est le même principe, c'est le même style de joueur, c'est un joueur qui aura toujours un impact positif sur un terrain, peut-être dans une équipe qui va avoir besoin de spacing extérieur avec des ailiers qui portent le ballon, il peut peut-être rentrer dans une rotation, mais voilà, ça ne devrait pas monter plus que ça. On est sur un joueur de rotation qui aura quelques contrats et qui en Europe serait excellent. On l'a vu, le 3 points, il n'y a pas d'hésitation, le geste est rapide, le geste est précis, on peut tirer d'assez loin, derrière un écran, ça fait filoche. Et encore à 3 points, une feinte, un petit dribble, je vous l'ai dit tout à l'heure, les joueurs, j'aime bien ça en NCA. Les joueurs qui vont être capables de lire un close-out, on se leur fait ici, ils sautent dans la fin de tir,
un petit dribble, je t'efface, t'es dans mon dos, tir à 3 points ouvert, et ça fait ficelle. Il ressemble un peu à Jim McConnell, ouais, c'est le genre de... Bah, c'est les meneurs vétérans NCAA, hein, toujours bien coiffés, toujours une tête d'ange et qui te provoquent des passages en force, des interceptions qui sont agressives, qui te parlent mal, qui, voilà, qui ont toujours un impact positif. TJ McConnell, Archie Giacono, Peyton Pritchard, qui lui pour le coup était aussi un très gros shooter. Sa qualité de première, enfin, en attaque, c'est vraiment de mettre des tirs. En NBA, ce joueur-là, il fait penser à Caruso aussi. Bon, Caruso est plus athlétique, mais voilà, ce joueur-là, tu le mets à côté d'un ailier qui porte le ballon, forcément LeBron James, mais aux Clippers avec du tir, à Yanis forcément, même des ailiers Tatum, Brown qui peuvent porter le ballon. Voilà, il peut vraiment exister là-dedans. On voit Monte Morris qui est à côté de Jokic, c'est pareil. C'est des joueurs qui sont prêts, qui sont expérimentés, qui vont pas coûter très cher et qui auront toujours un impact positif pour leur équipe. Ici, on lit bien au niveau du démarquage et on se met sur le côté. Voilà. Je vous ai dit, j'ai pas préparé beaucoup de clips de Gillespie parce que ça se résume très rapidement ce qu'il fait. C'est, il bouge bien, il met du contact, il anticipe bien, il lit bien les défenses. C'est un bon tireur, c'est un passeur correct. J'ai pas pris de clip de passe, mais c'est un passeur correct. C'est un handle assez limité parce que le premier pas est pas explosif, parce que la verticalité est pas bonne non plus. On n'est pas fluide sur le changement de direction. Voilà, on est vraiment sur du 3D sur un poste d'extérieur. C'était le dernier joueur qu'on avait, donc on a fini ce petit tour d'horizon sur, sur les prospects de Villanova. Colin Gillespie, s'il est pris au second tour, je pense, je le vois bien être undrafted et signé très rapidement un two-way contract ou un petit truc comme ça. Si jamais ça se fait pour NBA, il ira en Europe et il sera excellent en Europe, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Chaque club européen sera très content d'avoir son Colin Gillespie et je pense que c'est un joueur qui aura toujours un truc positif. Est-ce que ça peut être mieux que l'orchestrateur d'un deuxième 5 NBA? Je pense même pas que ce sera un orchestrateur, enfin un chef d'orchestre d'un deuxième 5 NBA. Je pense même pas. Ça va vraiment être, pardon, excusez-moi, un Souyendi. Ça va vraiment être un joueur qui va être en bout de chaîne et qui va toujours faire la bonne décision. Avery Bradley, par exemple, peut être un très bon exemple de ça. Il peut jouer aussi poste 2. Je l'ai mis, là il est meneur à Villanova, mais à 1m90, tu peux très bien jouer poste 2. Donc voilà, je pense que s'il joue, c'est qu'il y aura une blessure. Quelque chose comme ça, il rentrera dans la rotation, les fans l'adoreront tout de suite et il pourra dépanner. Voilà, je pense au mieux c'est ça pour lui, c'est vraiment sortie de banc, mettre des 3 points et espérer avoir un deuxième contrat. Et voilà, c'est un joueur qui sera toujours apprécié, qui sera toujours positif, mais qui sera jamais un créateur principal ou un titulaire NBA, à mes yeux. Là, c'est le moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas dans le chat, on peut parler d'autres choses que Villanova. J'espère que je vous ai fait découvrir des joueurs intéressants, qu'au niveau des clips c'était assez qualitatif, que voilà, si vous avez des retours donnés, et puis si on voulait parler d'autres joueurs, on peut parler d'autres joueurs sans problème. J'ai encore un petit peu de temps avant d'aller me coucher, je suis une vieille personne, je suis une vieille personne en vacances, donc on est là pour ça. Je passe en même temps sur Twitter pour voir s'il n'y a pas des petites remarques Twitter, mais voilà, je suis là pour vous, c'est le moment. En tout cas, merci encore à tous hein, d'être sur ce stream avec nous ce soir. Alors, du coup, avec moi là, parce qu'Alan n'est pas là, on se revoit avec Alan vendredi prochain. On fera du joueur NBA, on fera peut-être prospect NCAA, on commencera peut-être à parler de nos boards euh, respectifs. On a commencé à en discuter sur nos conversations privées. Euh, donc voilà, on se rejoindra, mais en tout cas, vous êtes toujours fidèles au poste, c'est cool et j'espère que ce format-là vous plaît. En tout cas, chez Envergure, on essaie de diversifier. D'ailleurs, petite pub pour les copains, ça fait toujours pas de mal, j'en profite. Sur notre site incroyable, c'est ma connexion qui galère, c'est pas le site. Vous avez les derniers podcasts qui sont sortis. Quel français pour la draft. Vous avez un podcast qui est arrivé sur Oshaya Gbadi sur notre chaîne YouTube.
vous avez des articles, deux articles qui sont sortis de très 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 bonne qualité. Ça c'est l'article que j'ai pu relire. Alors globalement tout est très bien, forcément, j'ai pas à dire de mal des copains et je prends plaisir à les lire moi en tant que spectateur, mais ces deux-là, un sac majeur Underdogs en Pac-12, donc c'est Julien Broyard, n'hésitez pas à aller le follow sur Twitter, qui l'a rédigé sur les prospects un peu moins cotés de la Pac-12, qui est une high major, la Conference of Champions, comme le dit Bill Walton. Je vous l'ouvre. Je vous présente 5 joueurs dont on parle pas forcément ici d'Allen Terry, Arizona, qui peuvent être des vrais recrues NBA. Donc vous avez Richardson d'Oregon, vous avez Dalen Terry, Arizona, qui est un grand meneur. Moi j'aime beaucoup les grands meneurs de 1m88 kg. Da Silva, Colorado, et Akpungbolo, USC, qui sont des ailiers forts, un peu vétérans. Et Spencer Jones, qui a son fan club dans notre équipe envergure, qui est un poste 3 très long. Et enfin en pivot, Mohamed Guy, Washington State, qui est un gros volume. Euh, voilà. N'hésitez pas à lire cet article avec aussi des petites références, des petits bonus. Et il y en a un deuxième qui est écrit par Alan Guillou, sur Jalen Duren, qui est un pivot freshman, euh, qui était très attendu comme top 5, qui a un an de moins que tout le monde, qui a été reclassifié. Il joue à Memphis avec coach Penny Hardaway et Emoni Bates, qui est un prospect très coté pour de l'année suivante. Lui, il peut aller à la draft cette année et il se demande est-ce qu'être un pivot athlétique, physique, ça suffit pour être top 5 de draft NBA. Donc on a l'habitude maintenant des pivots qui tirent, qui peuvent défendre sur les extérieurs. Là on a vraiment un vrai pivot à l'ancienne, qui est une bête athlétique, qui donne, qui défend, qui compte, qui saute partout avec des bras très définis alors que il avait 17 ans là-dessus. Est-ce que ça suffit pour maintenant être pris dans le top 5? Donc voilà, vous avez une vraie analyse sur la draft et sur les profils, c'est vraiment hyper intéressant et c'est travaillé. Il donne quoi le frangin Artigiacono? Bah écoute, il est en développement, c'est le même moule que Ryan. Ouais, c'est le même moule, alors il est... Moi je le trouve moins bon pour l'instant, mais il est encore plus jeune. Je sais plus s'il est en deuxième ou troisième année et quand Gillespie partira à la fin de l'année, ce sera lui le titulaire de l'équipe. Euh, voilà, il est en développement, je le trouve un peu moins bon pour l'instant. Euh, mais ce sera un bon joueur de basket qui peut-être sera plus en Europe qu'en NBA, même si Arti Diacono, le grand frère, pourrait partir aussi en Europe s'il s'apprend pas son expérience de G-League. Et Elmac, bah merci beaucoup, tu découvres le scouting avec nous. Bah merci, écoute, de nous suivre. J'espère que le contenu te plaît. J'espère qu'on est assez explicite, sans être chiant, qu'on donne ça de façon assez fun et que tu arrives à partager ça avec nous. Si tu as des questions, t'hésites pas. On n'est pas des professionnels, on a quelques scouts pro, mais on est quand même sur plus une équipe d'amateurs. Mais voilà, j'espère que tu prends plaisir avec nous à découvrir la NCA, à t'intéresser à nos jeunes pépites. Et puis, enfin, au-delà des articles, vous avez les scouting reports, un chaque jour, soit un article, soit un scouting report, avec des joueurs très jeunes, Scoot Henderson, des vétérans NCA, comme Champagny, et puis aussi des Européens. On a ici Fedor Zugic, du Monténégro, j'avais pas reconnu le drapeau. Donc voilà. Voilà. Bon bah écoutez, je reste encore 2 3 minutes là s'il y a des questions. Puis bah sinon on va tout simplement basculer par la suite. Ah mais je vous montre des articles en fait. L'amateur. Je vous montre des articles depuis tout à l'heure et en fait vous avez ma thèse qui est beaucoup moins intéressant. Alors excusez-moi, ici l'article sur Jalen Duren, le pivot, comme on le voit, très dessiné. Effectivement, quand je vous ai dit dessiné, que vous aviez juste ma calvitie, c'était peu représentatif de ce que je voulais montrer. L'article sur la PAC-12, ici avec la belle tête de Dalen Terry, et puis là sur le côté, tous les scouting reports de disponibles. Voilà. Bon bah écoutez, je vois qu'il n'y a pas
Je vois pas qu'il n'y a pas trop d'autres questions. Bah écoute, merci à toi Shostigel, c'était hyper cool de t'avoir jusqu'au bout. Effectivement, j'espère que ça vous a plu. Nous, on va se retrouver sur les réseaux tous les jours. Vous pouvez me retrouver sur mon propre réseau Twitter, alors je vous montre ça sans faire de la mauvaise pub rapidement si jamais ça vous intéresse. Bon, moi je me trouve pas et puis finalement c'est pas très pertinent, on s'en fiche. Vous me retrouvez sinon dimanche, donc après-demain pour un autre scouting report. Je pense que ce sera soit Samuels du coup, soit Justin Moore. Je vais voir lequel je sors d'abord, mais pour compléter l'émission qu'on a là, vous allez nous retrouver dans un podcast sur un des joueurs de cette ligne qui devrait sortir dans la semaine, dans laquelle j'ai pu participer. J'ai eu de la chance de participer avec Nico, Alan et Alexandre. Et puis voilà, global, tous les jours sur Envergure, un article, un scouting report, des fois un podcast, des fois un live YouTube, des fois un stream. Merci encore d'être présent, de soutenir Envergure. Et puis on se dit à tout bientôt. Des bisous à tous, passez une bonne fin de soirée. Prenez soin de vous, de bonnes fêtes à vous. À tout bientôt. Ciao.